Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, sur La Ruche Média, je reçois Alexandre Michelin. Alors, on est un peu éloigné, vous voyez, je suis bord cadre, parce qu'il faut absolument avoir ces gestes de précaution. Hein. On est à quelques jours de Noël, donc on va en faire encore plus attention. Donc c'est pour ça, nous ne portons pas le masque, mais nous sommes assez loin, et nous allons tenter de ne pas nous postillonner l'un sur l'autre. Hein. Oui. Voilà. Donc Alexandre Michelin, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui sur La Ruche Média. Vous êtes entrepreneur, un homme de médias, vous connaissez les médias vraiment par le menu, et vous avez publié récemment Apparition aux éditions La Manufacture des Livres. Une belle couverture avec une belle télé. Une télé un peu Old vintage, school. oui. Voilà, vintage. Mais parce que ça parle un peu de notre histoire de la télévision. Exactement. Donc c'est pour ça. Et à travers ce document très intéressant, vous avez interviewé différentes personnalités qui connaissent aussi très bien les rouages de nos télévisions. Et il y a, donc, par exemple, je cite Frédéric Calinste, Stéphane Drouet, Amirouche Laïdi, par exemple, Mathieu Viala ou la productrice France Zobda et Patrick Veil, par exemple. Voilà, il y en a plusieurs comme ça qui répondent à vos questions. C'est un livre d'entretien sur la place des Français à la télévision en fonction de leurs origines. Alors, j'emploie le mot diversité, mais je vous avoue que moi, je n'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est le mot communément connu, donc on va le dire, c'est plus simple, sur la diversité et la place de la diversité dans notre télévision française. Alors, vous avez eu envie d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous a motivé, à première vue, pour aujourd'hui, en 2020, parler de ce Alors, sujet? il y a des choses personnelles. Moi, malheureusement, j'ai été, je crois, le seul patron de chaîne qui soit basané, en tout cas gaulois et plus. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé parce qu'en 2020, je pensais, après moi, qu'il y aurait beaucoup de gens et que les médias, finalement, souffriraient comme le reste de la société. Et puis j'ai constaté que la télévision est un bastion de la pâleur. Hein. La télévision n'est pas du tout en couleur dans ses structures, ni dans ses prises de décision. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un vrai problème pour la France. L'autre chose, c'est que j'avais été nommé par Renaud Deneudieu de Vabre et Azouz Begag, président de la commission image de la diversité du CNC. C'est une commission qui avait été, je dirais, imposée par Chirac pour qu'on essaie d'accélérer finalement la représentation. Et j'ai eu cet honneur et ce bonheur de présider cette commission pendant 2 mandats. C'était des mandats assez longs. 3 presque même, parce que ça a duré sur une période d'à peu près 8 ans ou 9 ans au CNC, pour essayer d'accélérer justement la représentation, c'est-à-dire de favoriser la création d'œuvres. L'État a mis en place un fonds qui à l'origine était de 10 millions d'euros pour qu'on permette que des œuvres nouvelles, avec des acteurs nouveaux, des auteurs nouveaux, des réalisateurs nouveaux, des producteurs nouveaux, quand je dis producteur, c'est aussi productrice ou actrice, apporte une contribution à la meilleure représentation de la France, finalement. Oui. Parce que quand on va dans la rue, et quand on va dans les hôpitaux, et quand on va dans les écoles, Ça on voit bien ressemble que pas. la France ne ressemble pas à ce qu'elle projette comme image, essentiellement à la télévision. Oui. On a une télévision qui ressemble aux années 60, et puis... D'où la belle photo. Voilà, il y a disons 80, 60-80, et puis on a une France qui ressemble finalement à 2020, avec quelque chose qui ressemble plus à du métissage, des couleurs, des saveurs, des expériences très riches, très différentes, que la télévision désespérément refuse de refléter. Oui. Et donc ça m'a vraiment interpellé entre le décalage qu'il y a entre le rythme du monde, finalement, la globalisation, la mondialisation, et puis le fait que finalement la télévision soit en fait un miroir déformant, quoi. Au lieu d'être un miroir qui reflète ce qu'on peut attendre d'un média, on n'a pas nécessairement de vouloir changer le monde. Mais là, non, c'est un média qui finalement résiste. Résiste. Dans ce cas de plus étonnant, c'est la fiction. Oui. Je dirais que les émissions de télé-réalité, finalement, elles intègrent la population. Oui, parce que c'est du casting. Parce que c'est du casting, c'est des jeunes, et qu'à un moment donné, on écoute une voix, par exemple, bah oui. on dit c'est une belle voix. Oui, Bon, tout à fait. si la personne qui a cette voix est jaune ou violette, finalement, c'est une voix qui compte, c'est The Voice. Bah oui. Mais
dès qu'on est dans la fiction, on se rend compte que là, il y a un interdit ou il y a une autocensure qui fait que ces histoires-là passent mal ou passent difficilement. Et je pense que les 10 ans que j'ai eu à peu près de présidence de la commission de diversité, c'est un des échecs finalement qu'on a eu, qui est lié à notre incapacité à aller plus vite. On a sorti souvent des très très belles fictions. France Zobda. Chérif, oui. Chérif, France Zobda, voilà, par exemple, elle a sorti des fictions qui cartonnaient, mais à chaque fois c'est des exceptions. Oui, c'est pas une règle. Elle sort une fiction, plusieurs fictions formidables, France. Une sur Toussaint l'ouverture, un truc historique, qui est très important parce que les Français connaissent mal l'histoire de la colonisation. Oui, justement, on va en parler. Voilà. Et puis en même temps, elle fait danser la poussière, qui est un carton. Magnifique. Magnifique. Ouais. Mais derrière, elle n'en fait pas une série, on n'en fait pas d'autres sur les artistes. On dit, c'est bien, maintenant tu as fait ton programme. Ouais. Et ça, je pense que c'est un problème structurel. Et en fait, les deux, l'accès et le CNC en ont parfaitement conscience. Et donc, c'est l'accès, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui m'a demandé de faire un livre, en tout cas de faire des entretiens pour pousser dans le réseau la meilleure compréhension de ça. Ouais, c'est très réussi. Donc c'est ça l'idée. Donc du coup, c'est pédagogique. Oui, bien sûr. C'est pour ceux qui ont envie de réfléchir, ceux qui ont envie de se poser des questions. Parfois, on a trouvé des réponses, parfois, on a surtout trouvé des questions. Ben oui. Parce qu'on est un peu habitué, et il n'y a rien de pire que d'enlever de mauvaises habitudes. Et là, avec ce livre-là, on a parfois l'obligation de penser contre nous-mêmes. Et si les diffuseurs, en tout cas ceux qui font cette télévision, les fabricants, lisent ce livre, ils vont pouvoir se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées. Donc parfois, c'est même pas leur faute, c'est juste on est installé dans des habitudes. Et Patrick Veil, par exemple, que vous interviewez aussi, historien et politologue, dit quelque chose de très intéressant. Il faut changer la représentation collective que les Français ont d'eux-mêmes, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'histoire de France. Et vous parliez tout à l'heure de la décolonisation. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire Décolonisation de Pascal Blanchard. Oui. Et je le mets en relation directe avec Histoire d'une nation, qui est passé un an avant, ou un an et demi avant. Pascal Blanchard réussit à entraîner 2,5 millions de téléspectateurs, alors que Histoire d'une nation, 1,8 million. Est-ce que vous avez l'impression que la télévision est en train de comprendre qu'il y a une demande de cette France-là dont parle Patrick Veil, ou est-ce qu'il y a une envie commerciale de répondre à une mode, parce qu'on parle beaucoup de la décolonisation en ce moment? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens, dont Pascal Blanchard, mais aussi Patrick ou d'autres, qui ont une vraie connaissance et qui l'ont travaillé depuis des années. Les universitaires savent que l'histoire de la France n'est pas du tout caricaturale. Quand Patrick Veil dit mais il suffit de lire les débats à l'Assemblée nationale au moment de l'instauration de la loi de séparation de l'Église et de l'État, le député d'Algérie dit mais comment on va faire avec les mosquées? Eh oui, pragmatique. Pragmatique. Mais simplement, c'est oublié. Ce débat est oublié. On ne parle que de la séparation de l'Église et de l'État. Mais à l'époque, dans la France, il y avait des mosquées. C'était en Algérie. C'était la France. Oui, et donc, simplement, on ne le sait pas. On a oublié. On a mis ça sous le tapis. De la même façon qu'on ne connaît pas l'histoire, on va dire, des Noirs de France, qui sont français depuis des siècles, par le fait que le Royaume de France a colonisé les Antilles, a colonisé l'Amérique, la Louisiane. Oui. Les Français connaissent mal l'histoire de la Louisiane, pas du tout l'histoire de la Louisiane, qui était, comme son nom l'indique, une propriété du roi de France, Louis de France. Oui. Voilà. Donc, simplement, les gens ne savent pas. Oui. Et donc, il y a une conception étriquée de l'histoire de France que les historiens n'ont eu de cesse de travailler, mais qui n'est pas exposée, qui n'est pas apprise dans les écoles, et sur lesquelles les médias, finalement, ne travaillent pas. Un personnage comme Toussaint l'ouverture, justement que France Zobda a fait vivre, c'est un personnage historique, mondial. C'est-à-dire que la première République noire, c'est un révolutionnaire français, fils d'esclave, qui l'a fait, et qui l'a fait au nom des principes de la Révolution. Complètement. Mais non, les Français ont une relation compliquée avec Haïti. On pense que c'est un pays qu'il faut soutenir par charité. Mais c'est un pays qui est un des avatars de la France. Il n'y aurait pas d'Haïti s'il n'y avait pas eu la France. Il n'y aurait pas de francophonie s'il n'y avait pas eu la puissance des écrivains haïtiens, de toute cette diaspora qui parle le français de manière extraordinaire et qui est un héritage de
de ce qui s'est passé. Donc il y a une très mauvaise connaissance de Oui, l'histoire. ça. Et c'est ça que les historiens, et Pascal Blanchard a affronté ça directement, en montant sa société de production, Oui, en proposant des sujets, en faisant des livres, Oui. presque en tant qu'entrepreneur Oui, culturel, c'est ça. il l'a fait. Donc je pense qu'il a été le faire parce que les médias ne le faisaient pas, et c'est tout C'est à son à honneur, son honneur bien sûr. d'avoir réussi à avoir autant d'audience, parce que quand ces sujets arrivaient, moi j'en ai fait quelques-uns quand j'étais patron de France 5, ça va faire d'audience. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on se dit. C'est En mathématique. fait, personne ne le savait. Oui, Il y avait une blague très mauvaise que j'avais entendue quand j'avais commencé à travailler à Paris Première. On disait pas de noir à l'antenne. Pas de noir à l'antenne, ça voulait dire quoi? Un noir à l'antenne, c'est quand il y a une rupture de signal. oui, oui. Pas de noir à l'antenne, ça Avant, il y voulait avait une dire- mire. Voilà. Les noirs, ça faisait pas d'audience. C'était comme on disait, une mannequin noire, ça peut pas faire vendre dans un kiosque. Bien Parce sûr. que les gens ne vont pas acheter un magazine sur lequel il y a une femme noire. Ouais. Et Françoise Giroud a été la première patronne de magazine féminin à mettre un mannequin noir Ouais. en couverture de elle. Mm. Ça a été un choc. Ben oui. Et aujourd'hui, voilà, c'est banal, les plus grands vendeurs Oui. de produits de luxe, c'est les rappeurs. Oui, C'est voilà. Kim Kardashian, Kanye West et Beyoncé. C'est C'est ça. eux qui font la pluie et le beau temps pour, La plus grande industrie pour LVMH. musicale. Oui. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que Bernard Arnault, dont on connaît le pragmatisme, a pris un noir Oui. comme patron d'une de ses plus grandes marques Oui. pour être le premier designer noir américain dans la mode française. Voilà. Donc, en réalité, malgré tout, les choses ont vraiment changé. Oui. Mais le reflet qu'en donne, disons, une partie des médias, c'est un reflet déformant. Un, parce que le public de la télévision est très âgé. Mhm. Deux, parce que ceux qui décident, finalement, ont la même paire de lunettes Oui. qu'avant. Oui. Et fonctionnant, Et je lis cette formule. avec des audiences, finalement, ils ne reflètent que ce que les audiences disent. Oui, surtout quand on sait que Médiamétrie est quand même peut-être à revoir son système de calcul. Avec les différentes plateformes que nous avons, c'est assez compliqué de se fier simplement à un chiffre. Parce que la surtout curiosité est là. Regardez, 2,5 millions. On a un thermomètre qui ne correspond plus à Voilà, la c'est réalité. fini. Voilà, donc on se trompe d'outil de calcul. Et en même temps, si on met notre pensée là-dessus, on ne peut pas refléter la réalité de notre société et les désirs de notre société. Et attention, parce que la société dans laquelle on travaille, elle est travaillée elle aussi par tous ces nouveaux médias, Oui. qui sont ceux du numérique, que moi j'ai eu la chance d'apprendre à l'intérieur d'une multinationale américaine, qui rebattent complètement les cartes. Oui. Aujourd'hui, dans l'actualité, c'est Loopsider et Brut qui mettent en difficulté le gouvernement de la République française. Oui. C'est pas les médias traditionnels, c'est les Loopsider parce qu'ils sortent l'interview de ce producteur qui est tabassé par des flics Michel en bas Zecler. de chez lui. Et c'est aussi Brut qui, en étant en direct à la place de la République, montre ce qui se passe avec un téléphone portable, Oui. en direct. Oui. Et donc, penser que la télévision est encore centrale dans les usages de tout le monde, c'est faux. Les réseaux sociaux, avec tous leurs défauts, sont un énorme contrepoids. Quand une vidéo est vue de 10 millions de fois, c'est absolument massif. C'est absolument massif, d'autant plus qu'elle n'est pas envoyée d'en haut, elle est partagée. Ben oui. Donc la relation est totalement différente. Ben oui. Et donc, continuer à vouloir réduire le monde finalement dans des catégories qui sont liées à un indice d'audience qui est un sondage. Oui, voilà. C'est une erreur. Oui. Hein, et on s'en rend compte encore plus, parce que tout ce qui ne passe pas dans les médias traditionnels, finalement, c'est les plateformes qui le récupèrent. Oui, voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la photo de... C'est qu'un symbole, mais Reed Hastings, il vient ouvrir le bureau de Netflix à Paris. Et il fait une photo. Donc moi, je vois la photo, Reed Hastings, c'est l'américain, quoi. Hein. Il fait son job de multinationale, mondiale, il ouvre son bureau à Paris. Et puis je vois la photo, tiens, il y a un noir sur la photo. Je me dis, tiens, c'est marrant, il y a un noir chez Netflix en France. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et en fait, je me rends compte que sur la photo, qui paraît dans les journaux français, le noir, c'est un rappeur. Ouais. C'est Banlieusard. Ouais. C'est ce rappeur qui, depuis Banlieusard, c'est des années 90, hein, qui sort ce titre, qui propose un film, qui écrit des livres, qui fait des pièces de théâtre, et qui finalement ne passe pas
Non. dans les médias. Il y a beaucoup de mal à monter. Et le film, C'est il est film. produit par Netflix. Voilà. Et c'était un joli film. Et c'est un joli film, et le film, je crois que c'était un des cartons de Netflix dans le monde. C'est pas un film facile, Oui. c'est un film comme la commission à diversité pu en aider, c'est-à-dire c'est des films où au personnel, les gens racontent leur vie Oui, oui. à travers de la fiction, comme il a fait dans son rap, comme il a fait... donc Kerry James, qu'est-ce qu'il représente, Kerry James? C'est un Guadeloupéen, Kerry James. Il prend un nom d'Américain, je ne sais pas s'il s'appelle vraiment Kerry James, au fond, peu importe. Oui. Il est converti à l'islam, Kerry James. Il fait ce truc qui s'appelle banlieusard. Il a des conflits comme beaucoup de rappeurs avec d'autres rappeurs. Il est dans le paysage culturel français, Kerry James. On peut dire ce qu'on veut. Kerry James, il est là depuis 20 ans. Là, bien sûr. Eh ben, c'est pas la télévision française qui Non. avait la possibilité de faire un film. C'est pas non plus le cinéma français. Non. C'est Netflix. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on a mis sous le tapis, laissé remonter, ça finit par exister parce qu'il a trouvé d'autres moyens de vivre. Il a fait des pièces de théâtre, il a fait du show, il a écrit. Et Kerry James, il symbolise ça terriblement. Kerry James, il n'est pas à côté de Delphine Arnott, il est à côté de Reed Hastings. C'est intéressant parce que ça me fait réagir justement et rebondir sur l'idée de l'ascenseur social. Question en deux temps. Est-ce que pour vous l'ascenseur social existe? Parce qu'on dit souvent il est en panne. Ou est-ce qu'il est en fait inexistant? Et dans ce cas-là, il ne serait pas en panne, ça veut juste dire qu'il n'existe pas. Et l'idée de mettre, la question en deux temps, la deuxième partie, l'idée de mettre une représentativité à la télévision à travers, on va citer Omar Sy, Jamel Debbouze, Kerry James, est-ce que ça peut être des modèles émancipateurs qui nous permettraient d'aller vers cet ascenseur social, ou est-ce que c'est simplement des alibis fictifs qui font que on ne peut pas s'y apparaître Hastings par exemple, on ne peut pas y aller à être Jamel Debbouze et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la représentativité comme étant vraiment un lien vers l'ascenseur social, ou peut-être une Moi je légende? crois que, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, on parle de plusieurs choses en même temps. Oui, c'est important d'avoir une représentation. Parce que, notamment pour les enfants et pour finalement la société, si on n'arrive pas à se représenter quelque chose, c'est très difficile de l'imaginer vraiment. Aujourd'hui, on vit quand même beaucoup dans la représentation, et c'est aussi un principe politique, la représentation de la nation. Enfin, la représentation, ça veut dire quelque chose. L'image de Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, elle est précédée aux États-Unis par une série qui a un président fictif 24 heures. C'est pas anecdotique. C'est pas ça qui fait qu'Obama devient président. Ce qui fait qu'Obama devient président, c'est la structuration du Parti démocrate américain, c'est l'histoire de quelqu'un qui est le pur produit, comme Kamala Harris d'ailleurs, de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'enfants des minorités, soit qui bénéficient des bus pour aller à l'école, pas être enfermés dans leur quartier, mais être dans des bonnes écoles, et qu'ensuite, quand ils arrivent et quand Obama se présente à Harvard, il est, quoi que le système soit, il est identifié comme quelqu'un issu d'une minorité. Et quand il est président de la première, la revue de Harvard, la Harvard Law Review, c'est un événement, c'est comme ça que moi j'entends parler de lui, c'est la première fois qu'il y a un Africain-Américain, à l'époque on dit un Black, qui est président de cette prestigieuse revue. Et c'est aussi ça le symbole que l'Amérique se projette en elle-même, dans son système élitiste. C'est comme s'il y avait un premier de Polytechnique ou un premier de l'ENA dans le système dans la représentation. Et c'est intéressant parce qu'en France, il y a eu des Noirs premiers à Polytechnique. Tidjane Thiam. Oui. Et Tidjane Thiam, il raconte très bien que Tidjane Thiam, 6 mois après, tous ses copains de promo ont eu un job, mais pas lui. Parce que dans l'imaginaire, pensait qu'il allait retourner en Côte d'Ivoire. Encore, il est franco-ivoirien. Ah oui, d'accord. Il a été recruté, encore une fois, par une boîte américaine. Donc cet ascenseur social... Et donc l'ascenseur social, comme il ne se reflète pas, il dit quelque chose de la façon dont une partie de l'élite française se voit. Elle ne se voit pas mélangée, elle se voit à l'identique. Elle se voit dans la reproduction de ce qu'elle est depuis des siècles. Et puis... ça se reflète aussi malheureusement dans l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens qui décident, finalement, alors pas dans le cinéma, parce que dans le cinéma, il y a tous les ans, et ça on s'en est rendu compte, des œuvres qui représentent, disons, la complexité de la situation. Que ce soit des œuvres sur
les bonnes espagnoles, qui sont aussi partie de l'immigration de la Oui. France, que ce soit sur la relation avec les migrants. Tous les ans, il y a une œuvre qui surprend, qui correspond à ça, dans le fond. Même Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Oui. avec tout ce Les que ça clichés. représente, les clichés, ce que Ouais. ça charrie et tout, Oui. ça dit bien qu'il y a un notaire en province, qui a une fille qui est mariée avec un Chinois, Ouais. une qui est mariée avec un Juif et une qui est mariée avec un Arabe. C'est de la comédie, après on aime pas, on a le droit de pas aimer, c'est pas grave. Mais ça dit ça et ça fait rire, même si parfois ça peut faire rire un peu les jeunes, Oui. si on ose dire. Voilà. Mais il se passe quelque chose de toute façon qui bouge, parce que le cinéma à chaque fois c'est un peu un prototype. Et puis le cinéma finalement, le producteur et le distributeur rejouent les cartes à chaque fois, et puis ils prennent des risques, parfois ça marche pas. Ils voient bien à la fin que ça fait du public. Alors que la télévision finalement, telle qu'elle était construite, elle cherchait des masses pour vendre ça aux annonceurs, télévision commerciale, ou elle cherchait des masses pour faire une mission de service public, et puis elle se disait, bah, finalement, c'est des franges peu importantes. Et donc, elle n'arrive pas, et on a fait tout pour qu'il y ait des œuvres, et on en a trouvé, à passer à la vitesse supérieure. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu, il y a Omar. Donc C'est le modèle génial d'Omar pour peut être Omar. émancipateur, il donnait à un enfant. Mais Azouz Begag, il avait un mot très cruel pour ça. Il Mm. disait, t'es l'arabe qui cache la forêt. Il disait. Ben oui. Il disait comme l'arbre cache la forêt, Ben il y a oui. l'arabe qui cache la forêt. Ben Ah ben oui. voilà, on en a un. C'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Et on est tranquille. D'accord. Or, c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des Omar second rôle, des Omar troisième rôle, des Jamel second rôle, des Jamel troisième rôle. Pas simplement des acteurs et des actrices qui gagnent des Césars, pardon, du jeune premier, mais que régulièrement, dans tous les rôles, il y a des gens de toutes les France, de toute la France. Pour que ce soit légitime et normal. Mais ce soit normal, en fait. Et qu'on sorte de la Libye, parce que c'est là où j'ai l'impression que cette représentativité un peu calculée et politique ne fait que des désillusions. Il y avait je ne sais plus quelle origine il était, qui m'avait dit, si je suis un alibi, c'est qu'il y a eu un grand crime. Qui m'a dit ça. Il y a un crime, en fait. Il y a une non-reconnaissance de notre histoire. La France a du mal à reconnaître qu'elle est une nation qui est issue du métissage. Elle a du mal à reconnaître son rôle colonial. Même Voltaire, qui parle des Lumières, il a des actions dans des sociétés qui font le commerce colonial. Oui, bien sûr. Le même Napoléon, qui a le père d'Alexandre Dumas comme général, il épouse Joséphine et rétablit l'esclavage. Et il est issu de la Révolution, Napoléon. Il est dictateur après avoir été révolutionnaire. Il rétablit l'esclavage. Et puis, la même République qui a Aimé Césaire ou qui a Léopold Sédar Senghor, elle a une difficulté à reconnaître cette négritude. Elle ne la reconnaît que très tard. Mais donc, il y a une difficulté à reconnaître qu'il y a derrière le rôle émancipateur que Jules Ferry pousse, il y a aussi le Jules Ferry qui vote les lois coloniales. Et tant qu'on n'a pas accepté ça, on n'a pas accepté que c'est ambigu, que on c'est n'est pas... paradoxe qui nous tiraille un peu. On a du mal à comprendre que les enfants ou les arrière-petits-enfants de toute cette histoire, finalement, ils ont du mal à se resituer. Ils ont du mal à se resituer. Et puis, il y a un grand tabou qui est la guerre d'Algérie et la décolonisation. Parce qu'il y a des crimes dans la colonisation, il y a des crimes dans les guerres, et que quand on a été du côté des vainqueurs contre le nazisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, et on est en même temps propriétaire d'un empire colonial qui est construit sur finalement l'exploitation, la prédation. Et donc c'est tous ces paradoxes que tous les pays occidentaux qui ont été coloniaux ont vécu. George Orwell, c'est quelqu'un qui a été dans la police de l'Angleterre, du royaume, enfin de l'Empire, en Birmanie. Et il se rend compte qu'il ne peut pas, avec ses idées anards, continuer dans la police anglaise en Birmanie. Donc il démissionne, et puis il devient l'écrivain qu'on connaît. Mais voilà, il faut beaucoup de temps pour que les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, qui ont colonisé le monde entier, mesurent ce qui s'est passé. C'est pour ça que notre télévision, elle est assez jeune au final. Elle a quel âge? 1954. Oui, mais en réalité, elle a raté... En pleine décolonisation. Elle a raté, un peu là. Oui,
Mais elle a raté l'ouverture au monde. C'est-à-dire qu'elle colle À l'époque. à l'époque. Elle est capable d'acheter des produits fabriqués à l'extérieur. Elle est capable d'acheter des séries américaines avec des héros de toutes les couleurs. Moi, la première fois que je vois des noirs à la télé, c'est Mission Impossible. Oui, dans Mission Impossible. Non, dans Mission Impossible, il y avait moi ça me frappait quand j'étais gamin, il y avait un noir dans Mission Impossible. Oui, c'est vrai. C'était un agent secret noir. Et c'était le seul noir que j'avais vu à la télé. Et j'en me souviens parce que à l'époque, ça c'était frappant, quoi. Dans les années 75, 80, on ne voyait pas de noir à la télé. Puis après, il y avait une animatrice qui s'appelait une Antillaise. C'était une présentatrice, on disait. Et puis il y avait des sportifs. Oui. Et puis il y avait Henri Salvador. Oui. Alors il y avait comme ça des espèces de petites lueurs. Et puis il y avait un sportif, Mimoun. Oui. Donc on sentait bien que dans cette représentation-là, il y avait des gens qui pouvaient, entre guillemets, nous ressembler. Mais c'était des champions extraordinaires. Oui. Des artistes. Mais c'était pas des gens lambda auxquels on peut se représenter. Donc il y a un déficit de représentation des gens lambda, il y a un déficit dans les histoires, de montrer que dans les histoires lambda, ça peut se retrouver. Et ce qui est drôle, c'est que ça reste Lionel Olinga, celui qui écrit le scénario de Shérif. C'est un gamin, il est métis, il est impressionné parce qu'il voit, le premier noir qu'il voit à la télé, c'est Greg Germain, dans la série Médecin de nuit. Oui. Médecin de nuit, c'est inspiré de Kouchner. Kouchner, il fait des tournées la nuit avec un pote, parce qu'ils sont médecins, ils font des urgences en fait. Et son collègue est noir. Donc quand ils écrivent, ils cherchent un noir et ils trouvent Greg Germain. Et Lionel Olinga, il écrit Shérif en pensant que c'est pas normal qu'il n'y ait pas un flic noir à la télé française, qu'il n'y ait pas un flic d'une minorité à la télé française. C'est vrai. Bah oui. Et il le raconte très très bien, il s'inspire de toutes les séries qu'il aime bien. Lui-même, Lionel Olinga, il a été douanier. Donc il a porté, il dit, la fierté d'avoir marqué la République française, le drapeau, tout ça. Douanier, c'est celui qui permet de rentrer aux gens en France. Hein. Il est dans la douane et il mélange ce qu'il a vécu dans son truc de douane avec ce que doivent vivre les flics. La petite histoire qui se mêle à la grande histoire. Et il fait un personnage qui s'appelle Mohamed Chérif, qui est un flic français, qui s'appelle Chérif, qui est marié, qui a eu un enfant avec une femme juive. Voilà. Ah oui, il pousse au bout le truc. Et c'est la série qui a le plus de succès de France Télé. Oui. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et c'est ce que c'est ce que Mathieu Viala et Stéphane Drouet racontent. Ah oui. Ça cartonne. Donc, c'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Il faut un alignement incroyable entre des producteurs, un scénariste qui sait de quoi il parle, une chaîne de télé, en l'occurrence c'est France 2, qui prend le risque et qui le fait bien, et le public répond. Oui, donc, bien sûr. Il ne faut pas dire que c'est impossible, que c'est difficile, c'est possible. C'est non, pour ça que j'ai tenu à les avoir eux. Bon, la série s'est arrêtée depuis, mais ça prouve que c'est possible, et c'est fondamentalement tout ça que j'ai envie de partager. Que ce soit France Zobda, que ce soit Patrick Veil, que ce soit même Sonia Crimi, qui est députée de La République En Marche, c'est des gens qui ne lâchent pas, c'est des gens qui ont continué. Et quand j'ai demandé à Mercedes Serra de parler de ça... Très très belle préface de Mercedes Serra. Parce que Mercedes, c'est quelqu'un qui est dans le monde de la pub. Et elle n'a jamais lâché le fait qu'elle était une fille d'immigrés. Il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans le monde de la pub et qui tiennent. Non. Donc, je trouvais qu'elle avait une figure comme ça très symbolique parce qu'elle a toujours assumé le fait d'avoir appris le français. Elle a toujours assumé le fait d'être dans la pub, c'est-à-dire dans la langue, et pour vendre en plus. C'est pas simplement pour l'intelligence. La publicité, c'est l'usage de la langue et de l'imaginaire pour vendre. C'est du commerce, quoi. Eh ben, elle est la patronne, quoi. Et donc, je trouvais que c'était intéressant. Et elle dit quelque chose. On a du mal en France à accepter l'autre. Oui. L'autre. Ah ben complètement. Oui. C'est l'individualisme, pas et seulement donc, l'individualité. Malheureusement, la télévision, elle a incarné ça jusqu'à la caricature, la télévision française. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je pense que c'est des rencontres, c'est des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas voulu prendre des risques. Oui, puis c'est une époque peut-être où il y avait quand même de l'argent, du budget, peut-être qu'on était à l'aise dans cette façon de vivre et qu'on ne s'est pas posé la question de penser contre soi-même.
C'était simplement, ça marchait, les audiences étaient belles dans les années 80, 90, jusqu'à Bah, 90, si, il y a quoi. des gens qui ont osé. Hein. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Alain Begreff. Ah oui, mais lui, Sûr. c'est particulier. Oui, mais attention, parce Ah, il y en a qu'Alain Begreff, un il était pour lui, belge. il est comme Oui, ça. mais Alain Begreff, il était belge d'origine, enfin, il était français, mais il était monteur. Il Oui. n'était pas dans le système des castes. Mm. Et il se retrouve patron. Je ne sais pas comment Pierre Lescure l'a embauché à Canal comme directeur des programmes avec Albert Mathieu et autres. Mais lui, il n'était pas dans le système central. Non. Oui. Dans le Canal, on parle d'Omar Sy. Mm. S'il n'y avait pas Canal, il n'y avait pas Omar. Mm. On parle de Jamel. Moi, j'ai eu la chance de sortir Jamel à Paris Première, parce que c'est Jean-François Bizot qui m'avait parlé de lui. Parce que moi, j'ai mis Jamel à l'antenne. Et Jamel, il passait pas en dehors de Radio Nova. Mm. Donc moi, je le prends sur Paris Première, je le mets sur une émission. C'est là où Canal le voit. Et Canal vient le chercher et on fait une star. Mais c'est Canal, hein, faut jamais oublier. Mm. C'est pour ça que ça me désole quand je vois les caricatures que CNews met à l'antenne. Parce que Canal a porté, dans les faits, la première série avec tous ces gamins-là. Hein. C'était Ben oui. H. H, ouais. Voilà. Jamel, c'est aussi Canal qui en fait une star. Et Omar, c'est aussi Canal. Donc il y a eu, dans la télé française, Ouais. des gens qui ont pris le taureau par les cornes et Des qui ont précurseurs. fait Mm. et qui ont mis à l'antenne. Et aujourd'hui, si Omar est l'acteur préféré des Français, si Jamel est depuis longtemps un des acteurs préférés des Français, c'est grâce à ce travail-là. Mm. C'est-à-dire que moi j'y ai contribué, mais d'autres aussi. Et quand on regarde les choses, il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire Oui. que cette télévision-là, en marge, et moi je commence dans le câble aussi, Oui. je commence dans le câble à Paris Première, elle a permis de contrebalancer un peu le mainstream, quoi. Mm. Mais pas suffisamment. Oui. Et surtout, là où on a raté, je pense, le coche, c'est que ces histoires-là, elles sont universelles. C'est des très grandes histoires qui touchent le monde entier. Ouais. Ça me surprend pas, moi, que Aya Nakamura soit la française la Oui. plus streamée dans le monde. Oui. Mais comme ça me choquait pas que Stromae soit belge. Mm. Stromae, c'est un métis belge, francophone, il cartonne. Ben oui. Hein. Donc, pourquoi on rate cette opportunité-là, qui est mondiale, Mhm. d'avoir des artistes, des jeunes, qui parlent le français, qui écrivent la langue de Molière, et qui la transforment en permanence? En plus, ça s'exporte. Ben bien C'est sûr. comme Mercedes Serra. C'est-à-dire Ouais. que ça fait du business, ça fait de l'image. Et donc, on a un potentiel extraordinaire. On n'a juste pas trouvé le Aimé Jacquet qu'il fallait. Oui. Parce que pour mettre Zidane dans l'équipe de France, pour faire une équipe de France bigarrée, il fallait Aimé Jacquet. Oui, oui. Et je pense que Bourges, à un moment donné, a été un peu comme ça. Mhm. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je ne connais pas tout à fait l'histoire. Je pense que Lescure, De Greff, Albert Mathieu, ils ont porté ça dans ce qu'ils amenaient de post-68 à la télé. Et puis après, ça s'est fermé. Dans la suite de H, j'ai pas vu. Oui, il n'y a rien eu. Pas eu de grandes séries. Il n'y a rien eu. Tout a été passé à l'eau de Javel. Oui. Hein. Eux ont continué, parce Oui. qu'ils étaient sur une Bien lancée. sûr, une lancée, bien Ils avaient sûr. un talent, le public Bien les sûr. avait rencontrés. Et puis après, il n'y a pas eu des grandes fictions qui portent ça. Il y a le cinéma qui Mhm. en a récupéré un certain nombre, Mhm. qui en ont fait des vedettes de cinéma. C'est-à-dire que Toledano et Nakache, ça fait longtemps qu'ils Ouais. ont compris quel était le potentiel d'Omar. Mm. Après, ce qui est très étonnant, c'est que l'histoire vraie, qui est celle d'Intouchable, moi j'avais fait je ne sais plus si j'avais fait un documentaire, mais je l'avais vu en documentaire. Le personnage que joue Omar, c'est un personnage de gamin de banlieue, je crois qu'il est d'origine marocaine. Oui, tout à tunisienne, fait. Maghrébin, en tout cas. maghrébin. Oui, oui. Ben, on le transforme Mm. grâce à Omar, parce qu'il faut Mm. quelqu'un qui est du casting. Mm, Donc, oui. Omar, il est connu. C'est pas exactement le même personnage. Oui. Il tient plus du gentil tirailleur Oui, oui, sénégalais, hein, Oui, oui, bien sûr. que Bien sûr. du gamin réel. Mm. Donc il y a une deuxième question derrière, c'est la question de la représentation, disons, ce que les inconnus appelaient les malgré-biens. Oui. C'est un malgré-bien. Et, Pas mal. non mais il y a un truc sur, je pense que ça date de l'histoire de la guerre d'Algérie Oui. ou de la deuxième génération.
il y a plusieurs problématiques dans l'histoire de la représentation en France. Ben, bien Et sûr. on a du mal, et la France a du mal à représenter avec... c'est pour ça que je trouve que l'humour, c'est quand même bien pratique, à représenter donc toutes ces personnalités-là. Mais du coup, à mal connaître notre histoire, parce qu'on parle finalement d'histoire depuis le début, et vraiment votre livre est un livre de notre histoire, d'histoire, on va chercher nos références ailleurs. Il y a une comparaison définitive avec les États-Unis. On va chercher nos représentations et nos références en Amérique. Netflix, par exemple, fait des séries. Alors, vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est une entreprise commerciale et a compris. Donc, Dear White People, par exemple, que vous connaissez peut-être, Hollywood, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, sont des séries qui sont absolument basées sur le prisme, tout est vu sous le prisme de l'identité. Ça arrive en France. On est en train de nous regarder que par rapport à notre identité ethnologique et pas par notre identité nationale. Donc, c'est un danger, ça, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'aller chercher une référence ailleurs dans un pays qui... Alors, moi, je pense que c'est les deux. C'est un danger, mais c'est une chance. C'est-à-dire que quand je vois l'équipe de France que fait Aimé Jacquet, je ne peux pas m'empêcher de penser à celle de 58 du Brésil. C'est-à-dire que si les Français, à un moment donné, on a vu que le Brésil représentait quelque chose en football, parce qu'ils allaient chercher tous les talents. Les gens ont pensé que le Brésil était un pays métissé, alors que le Brésil est un pays terriblement marqué par son histoire coloniale il y a des histoires horribles que racontent les Brésiliens où les matchs de foot entre noirs et blancs étaient pratiquement des scènes de bagarre. Quoi. Ah oui. Donc, mais pour autant, les Brésiliens créent des équipes de foot et la première star finalement noire, en dehors des boxeurs américains, c'est Pelé. Le gamin à 18 ans, il est extraordinaire et le monde entier en 58 découvre ce gamin-là. Et donc je pense que pareil, les Anglais, avec tous leurs défauts, ils sortent, avec la Jamaïque, ils sortent Bob Marley, et quelque part, c'est une autre star, disons, issue de ce mélange de ce que la créolité, quoi. C'est-à-dire, c'est des mélanges. On ne peut pas dire strictement que c'est un Africain, on ne peut pas dire strictement que c'est un Blanc. Oui. C'est des gens qui viennent des îles, qui viennent d'endroits où il y a eu des croisements de population. Et donc, ils portent ça en eux. Et donc, c'est bien d'avoir ça devant les yeux parce que ça montre que c'est possible. C'est-à-dire que... Mais à en oublier nos références, non, mais on devient presque eux. On est américains, en fait. Oui, mais sous quelle forme on peut le faire en France ? C'est-à-dire que... Faut trouver notre forme. Le problème, c'est qu'on les a, les formes. C'est-à-dire qu'Alexandre, le plus grand écrivain de la République... Alexandre Dumas. S'appelle Alexandre Dumas. Oui. Mais combien de Français savent que c'est un métis ? Bah oui, non, c'est vrai. Combien de Français connaissent l'histoire de son père, qui est général de l'armée napoléonienne ? Napoléon. Voilà. Très peu. Bien sûr. Et donc là, on est en train de refaire le château d'Alexandre Dumas, du père du général Dumas, pour en faire le centre de la francophonie. C'est un très beau geste que Macron a fait dans une espèce de, je pense, de logique de continuité sur la francophonie, finalement. Mais il y a combien de Français qui savent qu'Alexandre Dumas était métis, petit-fils d'esclaves? Non, oui, c'est passé sous silence. Et que l'histoire qui est celle des 4 mousquetaires, c'est l'histoire de son père. Il a été représenté par Depardieu. C'est l'histoire de son père, des généraux qui ont fait la guerre avec Napoléon. C'est ça, les 4 mousquetaires. Et donc, si déjà on ne sait pas ça, et qu'on trouve ça génial, et qu'on pense qu'ils sont tous gaulois, c'est une blague. C'est une blague. Une mauvaise blague littéraire. Parce qu'on avait une chance d'avoir des histoires. On a ça dans notre héritage. Et on l'a à tous les étages. Simplement, ça a été mis sous le boisseau. Réécrit au nom d'une idée un peu artificielle de la République qui serait, et de la France qui serait née avec les Gaulois, qui est une tribu celte, comme d'autres tribus celtes qui ont fait l'Angleterre. Mais en réalité, il y a eu des tas d'autres tribus qui ont fait la France. Et une fois qu'on arrive à raconter cette histoire et qu'on se rend compte qu'elle est plus riche, c'est d'ailleurs ce que disent très bien les historiens, en fait, on a une chance. On peut enrichir. On a ce qu'il faut, vous le dites. On peut enrichir le propos. On peut, mais simplement, il faut faire le travail qu'ont fait tous ceux qui ont parlé dans ce livre. Il faut accepter qu'il y ait des apparitions un peu bizarres et puis après aller chercher derrière chacune des personnes finalement leur histoire et notre histoire en fait. C'est un travail d'explication, c'est un travail pédagogique à l'adresse des professionnels des médias mais aussi à l'adresse du public entier. Curieux, bien sûr.
qui ont une appétence, c'est vrai, pour ce sujet, c'est vrai. Mais c'est voilà, c'est très très intéressant. Moi, je suis fascinée par les médias depuis toujours et j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'en effet, voilà, on ne sait pas tout et voilà, parfois on manque de curiosité. Donc vraiment, c'est voilà, pourvu qu'il y en ait d'autres, il peut y avoir d'autres apparitions avec d'autres entretiens. Non, oui, on est en train de travailler. En faire un autre maintenant. Oui, alors on est en train de travailler pour parler des acteurs contemporains avec le Media Club. Oui. Voilà, pour peut-être faire une série d'entrevues, de podcasts, parce que c'est plus facile à faire qu'un livre. Oui. Le livre, c'est quand même de nombreuses années de travail. Et puis c'est bien parce que ça restera. Bibliothèque nationale. Oui, ça restera, ça sera déposé quelque part et puis peut-être les historiens s'y pencheront un jour quand ils essaieront de comprendre les médias. Mais en revanche, ce qui se passe, et ça c'est quand même formidable, et il faut être aussi positif, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup de gens en France qui font des choses formidables, qui sont issus de toutes ces minorités-là, et qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre en lumière. Parce que moi, j'ai eu de la chance, il y en a d'autres aujourd'hui qui font beaucoup de choses, il faut les mettre en lumière, il faut les accompagner, et puis surtout, il faut donner aux enfants, pour les générations qui arrivent, des modèles. Il n'y a pas que Obama, pour revenir à la discussion. Non, bien sûr. Le modèle, c'est pas Michelle Obama. C'est inatteignable. Il y a en France des filles, des femmes formidables qui ont des carrières extraordinaires dans des institutions, qui montent des boîtes, on les connaît, qui réussissent à faire des films, qui réussissent à faire des œuvres. Il y a des hommes qui réussissent à monter des boîtes de production, à fabriquer des choses. Il n'y a pas de raison, et on est d'accord là-dessus, de fantasmer l'Amérique. D'abord, l'Amérique, on a compris qu'il ne fallait pas arrêter de fantasmer, parce que Black Lives Matter, c'est aussi en Amérique, et donc un noir qui se fait étrangler en direct par un flic, on a compris que c'est l'Amérique aussi. Donc il ne faut pas la fantasmer, comme le Brésil, il ne faut pas le fantasmer, c'est aussi le pays de Bolsonaro. Donc, mais pour autant, il faut aussi reconnaître chez nous les gens, il faut les aider, il faut accompagner tous ceux qui font bouger les choses. Il y en a plein en plus. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était super, on pourrait discuter encore des heures. On rediscutera quand les podcasts seront faits. Ah, merci. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Michelin. Merci pour tout ça. Au revoir. Au revoir.